L'affaire est digne d'un film hollywoodien. Des valises d'argent liquide, un flagrant délit, des agents secrets et des accusations d'ingérence étrangère. Bienvenue dans la vraie vie, celle d'un Parlement européen qu'on découvre corrompu, par le Qatar mais aussi par le Maroc. Le royaume chérifien est au cœur de l'enquête menée par la justice belge. Mais qu'attend-il de ses partenaires européens ? L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Maroc. En 2019, 64% des exportations marocaines étaient destinées à l'Union européenne et à l'inverse, 51% de ces importations provenaient de l'un des 27 pays membres. Les relations entre l'Europe et le Maroc sont anciennes, mais elles n'ont fait que se renforcer et se diversifier au cours des 20 dernières années. Le Maroc et l'Union européenne partagent des relations de bon voisinage, les accords d'association depuis les années 60. Le Maroc est le seul pays qui bénéficie dans les États du Sud de statut d'État plus avancé. Le Maroc bénéficie aussi d'une aide économique substantielle de la part de l'Union européenne. En contrepartie, le Maroc collabore d'une manière inconditionnelle et continue sur la question des flux migratoires, sur bien sûr le repatriement des personnes refoulées, mais aussi l'échange surtout d'informations importantes concernant les réseaux djihadistes. En décembre dernier, une enquête de la justice belge aboutit à des perquisitions et des arrestations. Plusieurs élus, dont une vice-présidente du Parlement européen, mais aussi un ancien député, Antonio Panzeri, sont soupçonnés d'avoir touché d'importantes sommes d'argent liquide du Qatar pour faire taire les critiques sur l'organisation de la Coupe du Monde. C'est le Qatargate. Très vite, on découvre que le pays du Golfe n'est pas le seul à avoir corrompu des élus européens, c'est le Marocgate. Marocgate, c'est une affaire qu'on a découvert en enquêtant sur le Qatargate, puisque l'ex-député M. Panzeri avait donc déclaré aux enquêteurs belges, mais aussi suite à des écoutes téléphoniques, que le Qatar n'était pas le seul responsable de tentatives de corruption et d'influence sur les parlementaires européens, mais le Maroc est aussi impliqué. Rappelons l'affaire. Antonio Panzeri, que voici, a longtemps été responsable des relations avec les pays du Maghreb au Parlement européen. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait entretenu des relations troubles avec Abderrahmane Atmoum, un diplomate marocain duquel il aurait obtenu de l'argent liquide et des cadeaux. L'affaire est embarrassante parce qu'elle éclabousse le Parlement européen et jette le soupçon sur ceux qui travaillent avec le Maroc. Vous avez une écrasante majorité de parlementaires qui font leur travail de manière extrêmement sérieuse et intègre et qui sont, comme moi, extrêmement en colère. Et cette colère est d'autant plus forte s'il était avéré qu'il y ait eu tentative de corruption de certains de mes collègues de la part d'acteurs marocains, que ça porte préjudice à notre volonté à travailler avec le Maroc. Au quotidien, les parlementaires doivent bien sûr discuter avec des pays étrangers. Mais où placer la ligne rouge à ne pas franchir ? À quel moment les discussions se transforment en influence, voire en ingérence, quand on discute avec un acteur qui veut défendre ses intérêts ? Les positions divergent au sein de la délégation pour les relations entre l'Union européenne et le Maghreb. Moi, j'ai jamais ressenti, si vous voulez, de pression de la part des Marocains. Par contre, qui défendent leurs intérêts avec beaucoup de détermination, ça c'est sûr. C'est vrai que la délégation marocaine est particulièrement présente, active, proactive, contacte les députés et avec le recul et l'apparition de ces affaires, de ce scandale et du lien évident avec le Maroc, il est vrai que cette Assemblée, par exemple, n'a pas adopté de résolution d'urgence qui soit critique vis-à-vis du Maroc depuis de nombreuses années. À l'aune de ces révélations, il est effectivement intéressant de revenir sur certaines décisions prises par l'Europe ces dernières années. Comment expliquer, par exemple, que l'affaire Pegasus ait été étouffée malgré le scandale ? L'affaire Pegasus, c'est l'usage excessif par les autorités marocaines d'un logiciel d'espionnage vendu par Israël à très peu d'États. Le Maroc en a bénéficié et la justice a parlé de 100 000 personnalités qui ont été espionnées, dont bien sûr des personnalités européennes, parlementaires, des ministres, parmi elles même le président français.
Évidemment, toutes les chancelleries occidentales ont tout fait pour étouffer cette question et certains parlementaires proches des autorités marocaines ont aussi tout fait pour que le Parlement européen ne condamne pas la pratique marocaine en termes, bien sûr, d'espionnage. Autre affaire embarrassante, pourquoi l'Europe a-t-elle signé un accord de pêche avec le Maroc alors même qu'il ne respecte pas la législation internationale et notamment l'autodétermination du Sahara occidental? Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole revendiquée à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, le territoire est occupé aux 2/3 par le Maroc, le reste étant sous le contrôle du Front Polisario qui défend l'existence de la République sahraoui. L'ONU estime que c'est au peuple sahraoui lui-même de dire s'il veut être indépendant. Les autorités marocaines sont contre, elles tentent donc de faire pression auprès de leurs partenaires européens pour qu'ils adoptent leur position. Ce fut notamment le cas lorsqu'il a fallu négocier cet accord de pêche. Les discussions ont été assez dures, assez âpres, notamment parce que cet accord inclut le territoire du Sahara occidental. Or, l'Union européenne s'aligne en principe sur les points de vue internationaux, notamment des Nations unies. Et on sait que dans le cadre de ces travaux, de ces négociations, il y a eu un lobbying intense pour influencer les membres de ce Parlement. Autre sujet délicat, la question du respect des droits humains au Maroc. Longtemps tabou, le sujet a finalement été mis sur la table à la faveur des derniers rebondissements. Omar Hadi, Hajar et Souleymane Ressouni, Taoufik Bouachrine, voilà quelques noms de ceux dont les droits à une justice équitable sont bafoués au Maroc pour leur travail de journaliste. Le temps de l'impunité semble révolu au sein de l'hémicycle strasbourgeois. Mi-janvier, les parlementaires européens ont adopté à une écrasante majorité une résolution condamnant les atteintes à la liberté de la presse au Maroc, en citant notamment le cas d'Omar Hadi, un journaliste indépendant critique à l'égard du pouvoir et condamné à 6 ans de prison. Elle constitue un tournant dans la pratique européenne, du Parlement européen à l'égard d'un État allié, d'un État ami, et à l'égard aussi d'une certaine liberté de la presse. Le Maroc connaît un grand déficit, comme d'autres pays. Jamais auparavant, le Parlement européen a osé franchir ce cap de condamner publiquement et avec quand même presque unanimité le Maroc. Preuve de son caractère inédit, cette résolution a été âprement commentée de l'autre côté de la Méditerranée, par les défenseurs des droits humains qui se réjouissent de ce changement de ton, mais aussi par les parlementaires marocains qui se réjouissent un peu moins. Ils ont dénoncé une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures marocaines et préviennent qu'ils vont reconsidérer leurs relations avec le Parlement européen. Il faudra donc observer dans les prochains mois l'évolution ou non de la relation entre le Maroc et l'Union européenne, une relation d'interdépendance qui devrait sans nul doute résister au soubresaut du scandale de corruption révélé en décembre dernier.